Ils étaient le symbole du pouvoir, mais leur propre corps devenait le prix à payer pour ce symbole. Les eunuques étaient des hommes castrés pour servir le souverain, pour la beauté, pour l'idée du contrôle. Leur destin commençait sur des tables d'opération froides, que personne n'appelait alors médicales. C'étaient des tabourets en bois dans des cours sales, des pièces basses avec des sols en pierre, où le sang s'écoulait dans des récipients en argile. Une castration sans anesthésie, sans stérilité, sans espoir de survie, tout cela pour faire d'un garçon un serviteur pur, capable de se trouver dans les espaces les plus intimes du pouvoir. En Chine, le système des eunuques a existé pendant des siècles, depuis l'époque de la dynastie Zhou, mais il a atteint son apogée sous les dynasties Ming et Qing. La castration était alors considérée comme une condition officielle pour pouvoir servir dans le palais. À l'intérieur de la cité interdite, les eunuques étaient les seuls hommes autorisés à entrer dans les appartements de l'impératrice et de ses concubines. Cela créait un paradoxe. Privés de la possibilité d'avoir une famille, ils avaient accès au cœur même du pouvoir. Mais le chemin pour y parvenir était pavé de douleur et de sang. En Chine, l'opération consistait à retirer non seulement les testicules, mais aussi le pénis. Cette méthode était appelée Quan Shen, corps entier, bien qu'elle signifiait en réalité sa destruction. La procédure était effectuée par des maîtres castrateurs spéciaux. Les mains et les pieds du garçon ou de l'adolescent étaient attachés, puis les organes génitaux étaient coupés d'un coup sec avec un couteau. On essayait d'arrêter l'hémorragie en comprimant la plaie et en appliquant des bandages rudimentaires. Et on enfonçait un tube de bambou dans la plaie pour permettre l'urination. Beaucoup mouraient dans les premiers jours des suites de l'hémorragie ou d'une infection. Ceux qui survivaient restaient mutilés à vie. Plus effrayant encore, la castration était souvent pratiquée à l'initiative des parents. Les familles pauvres, incapables de nourrir leurs enfants, se résignaient à cette mesure, espérant que leur fils, devenu eunuque, serait admis au palais et assurerait ainsi protection et revenus à ses parents. Des sources historiques rapportent des cas où des garçons de 7, 8 ou 9 ans ont été opérés. Ils se voyaient ensuite remettre une boîte en bois contenant leurs organes coupés, appelée certificat de castration. Ils devaient la conserver toute leur vie, car après la mort du eunuque, l'organe était replacé dans le corps afin que, selon la tradition, la personne entre dans l'au-delà entière. Dans l'Empire ottoman, la castration avait un contexte différent, mais elle n'en était pas moins cruelle. Les eunuques y devenaient les gardes des harems des sultans. Les opérations étaient pratiquées à la périphérie de l'Empire, le plus souvent en Afrique, où les garçons étaient enlevés ou achetés sur les marchés d'esclaves. La castration était pratiquée de manière barbare. Les enfants étaient circoncis dans des conditions insalubres, souvent en leur retirant complètement les organes génitaux. Seule une petite partie survivait. Selon les témoignages de voyageurs européens, sur 10 garçons, seuls 2 ou 3 arrivaient à Constantinople. Mais ceux qui survivaient se retrouvaient dans la cage dorée du palais. De l'extérieur, la vie d'un eunuque au palais semblait privilégiée. Vêtements somptueux, proximité des dirigeants, possibilité d'influencer la politique. Mais derrière cette façade se cachèrent la solitude et une dépendance éternelle. L'eunuque n'avait pas de famille, n'avait pas le droit d'avoir d'enfants. Son existence était entièrement liée au destin de son maître. L'un des plus célèbres fut Wei Zongxian en Chine, un eunuque qui dirigea de facto l'Empire au début du XVIIe siècle. Dans l'Empire ottoman, les eunuques noirs avaient un pouvoir énorme à la cour, contrôlant l'accès au harem du sultan. Mais ces rares exemples de pouvoir étaient l'exception. Pour la plupart des eunuques, la vie était synonyme d'humiliation constante. Leur corps était non seulement mutilé, mais aussi transformé en symbole. Les textes chinois mentionnent que les eunuques devaient parler d'une voix aiguë afin de démontrer leur différence. Leur apparence physique était également considérée comme un signe distinctif. Absence de barbe, traits du visage modifiés. La société les méprisait, mais en même temps les craignait, car ils pouvaient être proches de l'empereur.
C'est précisément dans ce paradoxe, la souffrance comme ticket d'entrée dans le monde du pouvoir et de la richesse, que réside l'essence de l'histoire des eunuques. Leur existence n'était possible que parce que le corps humain n'était pas considéré comme une valeur personnelle, mais comme un instrument au service du système. Cette relation instrumentale au corps s'est manifestée sous ses formes les plus extrêmes, mutilé pour la loyauté, privé pour le pouvoir, tué pour le contrôle, des opérations sans anesthésie, des blessures qui s'infectaient, une mort plus probable que la vie, et le destin rare de ceux qui survivaient pour devenir des rouages dans le mécanisme de l'Empire. La castration pour la beauté et le pouvoir n'est pas un mythe, mais une réalité consignée dans les chroniques de la Chine et de l'Empire ottoman, où des milliers d'enfants ont été sacrifiés à l'idée du contrôle. La mécanique de la castration en Chine et dans l'Empire ottoman était tout aussi cruelle, mais différait dans les détails. En Chine, il existait tout un corps de nettoyeurs de corps, des personnes spécialisées dans cette opération. Ils n'avaient pas le statut de médecin, mais ils étaient connus et on faisait appel à eux lorsque la famille décidait de donner son fils au service du palais. Avant l'intervention, on donnait à l'enfant un peu d'alcool ou une décoction de pavot, mais il n'existait aucune anesthésie au sens moderne du terme. Le corps était attaché à un banc, les bras et les jambes étaient immobilisés et la bouche était bouchée avec un chiffon pour que les cris ne se propagent pas dans la cour. D'un seul coup, avec un couteau ou une lame en acier trempé, on coupait tout, le scrotum et le pénis. Le sang jaillissait en fontaine et on appliquait immédiatement des chiffons imbibés de cendre ou de sel pour essayer d'arrêter l'hémorragie. Ils inséraient dans l'urètre un tube en bambou ou en métal, une sorte de cathéter primitif, afin que le garçon ne meure pas d'une rétention urinaire. Si le tube tombait ou si l'orifice se refermait, la mort survenait en quelques jours à la suite d'une rupture de la vessie et d'une infection sanguine. Sur 10 opérations, 3 ou 4 survivaient généralement, les autres mouraient dans la semaine. Dans l'Empire ottoman, la castration était le plus souvent pratiquée sur les marchés d'esclaves d'Afrique, au Soudan, en Éthiopie et dans les territoires autour du Tchad. Les garçons étaient achetés à des tribus locales ou enlevés lors de campagnes militaires. L'opération était pratiquée par des médecins itinérants qui ne disposaient même pas d'un équipement minimal. Ils utilisaient des couteaux, des lames chauffées à blanc, parfois même des éclats de verre. La plaie était cautérisée avec du fer brûlant ou arrosée d'huile bouillante. La mortalité était colossale. Les voyageurs européens du XVIIIe siècle écrivaient que sur une centaine de garçons castrés au Soudan, seule une vingtaine arrivaient à Istanbul. Ceux qui survivaient faisaient partie d'une classe sociale particulière. En Chine, ils étaient accueillis dans les palais, où ils devenaient serviteurs, scribes ou gardes. Certains ont gravi les échelons jusqu'à occuper des postes très élevés. Ils géraient les finances, étaient responsables de la sécurité de l'empereur et contrôlaient le harem. À l'époque de la dynastie Ming, les eunuques constituaient une force puissante. Ils étaient jusqu'à 70 000. C'était un paradoxe. Des hommes sans descendance, privés de famille, contrôlaient des villes entières et des armées. Dans l'Empire ottoman, la situation était similaire. Les eunuques noirs, importés d'Afrique, devenaient les gardiens du harem. Leur chef, le Kizlar Aasu, avait accès au sultan et pouvait influencer ses décisions. Cependant, le chemin vers ce pouvoir était semé de souffrances atroces. Ceux qui survivaient à l'opération souffraient souvent toute leur vie de complications. Des infections urinaires à répétition, des douleurs abdominales constantes et la perte de leur fonction hormonale entraînaient des changements dans leur voix, leur corps et leur psychisme. Beaucoup développaient des psychoses causées à la fois par les changements physiques et l'isolement social. Ils vivaient longtemps, mais dans une dépendance constante vis-à-vis de la cour, car en dehors du palais, un eunuque était considéré comme un infirme et une honte pour sa famille. Les textes officiels des empires dissimulaient ses souffrances derrière des mots majestueux. En Chine, on disait que les eunuques étaient purifiés et donc dignes de servir l'empereur. Dans l'Empire ottoman,
On soulignait leur fiabilité, car un homme privé de ses organes génitaux était considéré comme sûr pour les femmes du harem. En réalité, il s'agissait d'une pratique institutionnalisée de cruauté. La castration non seulement mutilait physiquement l'homme, mais le transformait également en symbole de soumission et de contrôle absolu. La mortalité et la souffrance étaient justifiées par le système. En Chine, on considérait que seuls les plus forts devaient servir l'empereur, et si un garçon ne survivait pas, c'est qu'il n'était pas digne. Dans l'Empire ottoman, la mort des esclaves était considérée comme une partie naturelle du commerce. Des documents attestent que le prix d'un garçon ayant survécu à la castration était multiplié par plusieurs, car il était considéré comme éprouvé et apte au service. Cette sélection cruelle créait une classe particulière de personnes arrachées à une vie normale. Les eunuques pouvaient être riches et influents, mais cette richesse avait toujours un prix, leur propre chair mutilée et les milliers de vies perdues sur le chemin qui menait aux cages dorées des palais. La vie quotidienne des eunuques dans les palais de Chine et de l'Empire ottoman était un mélange paradoxal de luxe et d'humiliation. À l'extérieur, on pouvait les voir vêtus de soie, avec de riches ceintures, entourés de serviteurs, mangeant les meilleurs plats et vivant dans des chambres en pierre. Mais derrière cette apparence se cachait une réalité dans laquelle le corps et l'âme étaient enfermés à jamais dans une cage. En Chine, les eunuques étaient divisés en plusieurs catégories et rangs. Certains s'occupaient du ménage, d'autres étaient scribes, d'autres encore servaient d'assistants personnels à l'empereur et à ses concubines. Les postes les plus élevés donnaient le pouvoir sur les finances et les secrets de la cour. À l'époque Ming, les eunuques contrôlaient même les expéditions maritimes. Par exemple, le célèbre amiral Zheng He, lui-même eunuque, commandait la flotte qui a atteint les côtes de l'Inde et de l'Afrique. Mais la plupart de leurs confrères occupaient des postes subalternes. Ils nettoyaient les appartements, veillaient à l'ordre et servaient les repas. À l'intérieur de la cité interdite, des règles strictes régissaient la vie des eunuques. Ils devaient porter des vêtements d'une couleur bien précise, parler plus bas que n'importe quel autre fonctionnaire et toujours s'incliner devant les femmes du harem. Leur vie était fondée sur la soumission. La moindre erreur, un mot mal prononcé, un retard dans l'exercice de leurs fonctions pouvait leur coûter la vie. Les chroniques mentionnent des exécutions de eunuques accusés de complot ou simplement de négligence. Les exécutions étaient publiques afin de rappeler aux autres la fragilité de leur position. Dans l'Empire ottoman, les eunuques, en particulier les eunuques noirs, vivaient dans les harems du sultan. Ils n'étaient pas de simples gardes. Leur rôle était d'isoler complètement les femmes du harem du monde extérieur. Les eunuques ouvraient les portes, accompagnaient les concubines au bain, organisaient les rencontres avec le sultan. Ils connaissaient tous les secrets du palais. Le plus ancien eunuque du harem, le Qazlar Aasu, disposait d'un pouvoir colossal. Il décidait quelle femme serait présentée au sultan et pouvait influencer l'équilibre des forces politiques. Mais les eunuques ordinaires n'étaient que des figures anonymes, enfermées dans un système où chacun de leurs gestes était contrôlé. Les conséquences physiques de la castration se faisaient toujours sentir. Les eunuques souffraient de douleurs chroniques, d'infections et de difficultés à uriner. Beaucoup avaient le ventre gonflé, une démarche altérée, une voix aiguë et rauque. Ces traits devinrent leurs signes distinctifs. Dans les textes chinois, on les appelait Zhongyan, visage aux traits doux, soulignant leur apparence physique modifiée. Mais derrière cela se cachaient de réelles souffrances qui les accompagnaient jusqu'à la fin de leur vie. Le poids psychologique était tout aussi lourd. Les eunuques vivaient sans famille, sans descendance, sans droit à l'amour. En Chine, ils n'avaient pas le droit de se marier, même s'ils étaient parfois autorisés à adopter des garçons qui les aidaient dans leur service. Ces élèves devenaient eux-mêmes de futurs eunuques, et le système se reproduisait ainsi. Dans l'Empire ottoman, ils restaient également sans famille, leur monde se limitant aux murs du palais. Les eunuques étaient parfois victimes de moqueries.
Les hommes ordinaires les considéraient comme inférieurs. Mais en même temps, la société les craignait. Un eunuque proche de l'empereur ou du sultan pouvait changer le destin de toute une famille en une nuit. Cela engendrait un étrange mélange de mépris et de peur, d'isolement et de pouvoir. Les sources ont conservé les récits des eunuques eux-mêmes, rares mais précieux. En Chine, au XVIIe siècle, plusieurs anciens eunuques ont écrit leurs mémoires dans lesquels ils décrivaient la vie au palais. Ils parlaient de la douleur, de la peur et du fait que le service au trône les transformait en ombres qui n'existaient pas pour eux-mêmes, mais pour les autres. L'un d'eux écrivait « Mon corps a été détruit pour que je puisse entrer dans le palais, mais mon âme se détruisait chaque jour. » En Chine, comme dans l'Empire ottoman, les eunuques étaient des instruments vivants du pouvoir. Ils ne s'appartenaient pas. Leur corps était devenu une garantie de confiance. Un homme sans organes génitaux était considéré comme sûr, et donc idéal, pour servir là où une loyauté absolue était requise. Mais cette loyauté se payait au prix du sang et de la douleur, et si quelques-uns parvenaient au sommet du pouvoir, la plupart restaient en bas, enfermés dans des cages dorées, leur vie n'étant qu'une succession infinie de soumissions et de souffrances. Les rares cas où des eunuques ont accédé au sommet du pouvoir ont constitué les épisodes les plus troublants de l'histoire des empires. Leurs différences physiques en faisaient des personnages paradoxaux. Ils ne pouvaient pas fonder de dynastie, n'avaient pas de descendance et ne représentaient aucune menace pour la succession au trône. Mais c'est précisément pour cette raison qu'ils étaient admis au centre du pouvoir. Et lorsque les souverains se révélaient faibles ou dépendants, les eunuques devenaient les véritables maîtres de l'État. En Chine, l'un des cas les plus tristement célèbres est celui de Wei Zhongxian, un eunuque qui, au début du XVIIe siècle, a pratiquement dirigé l'empire Ming. Il a profité de la confiance de l'empereur Tianzi, jeune et faible, pour créer son propre réseau d'influence. Il contrôlait les autorités judiciaires, les impôts et même l'armée. Les chroniques rapportent que les fonctionnaires avaient peur de prononcer son nom à haute voix et que ceux qui s'opposaient à lui étaient torturés et exécutés. Wei a transformé le système en un instrument de pouvoir personnel, éliminant des centaines d'opposants. On l'appelait le 9e empereur, bien qu'il ne fût officiellement qu'un serviteur. Mais après la mort de son protecteur, son pouvoir s'est effondré et il a lui-même trouvé la mort dans d'atroces souffrances. À l'époque des Ming et des Qing, les eunuques ont été à plusieurs reprises l'objet de haine. Les érudits confucéens voyaient en eux une menace pour l'ordre traditionnel. Dans les textes, on trouve des comparaisons entre les eunuques et la pourriture dans les eaux de l'Empire. Ils étaient haïs pour leur proximité avec l'empereur, pour leur corruption et pour le pouvoir secret qu'ils obtenaient grâce au palais. Mais c'est précisément cette haine qui souligne une fois de plus que les eunuques faisaient partie intégrante de la machine politique. Dans l'Empire ottoman, le grand eunuque noir, le Kuzlar Ağası, jouait un rôle similaire. Cette fonction lui donnait le contrôle du harem et l'accès au sultan. Au XVIIe et XVIIIe siècle, certains d'entre eux sont devenus si influents qu'ils s'immisçaient dans les affaires de l'État. Grâce au harem, ils contrôlaient la nomination des vizirs, décidaient du sort des missions diplomatiques et contrôlaient d'énormes flux financiers. Les chroniqueurs ottomans écrivaient que le Kuzlar Ağası pouvait faire d'un pauvre un vizir et d'un vizir un pauvre. Mais le pouvoir des eunuques reposait toujours sur des bases fragiles. Elle reposait sur la confiance du souverain et pouvait s'effondrer en un instant. Il suffisait que le sultan meure ou que l'empereur change de favori pour que les eunuques tombent en disgrâce. Ils pouvaient être exilés, enchaînés ou exécutés. Et alors, ce qui était hier loyauté était aujourd'hui qualifié de complot. Parfois, les eunuques tentaient de défendre leur position par la violence. L'histoire connaît des exemples de complots qu'ils ont organisés pour conserver le pouvoir. En Chine, des groupes d'eunuques organisaient des réseaux secrets au sein du palais, contrôlaient les concubines et tentaient de diriger la succession. Dans l'Empire ottoman, les eunuques noirs participaient souvent aux coups d'État au sein du palais
aidant certaines femmes du harem à renverser les autres. De leurs mains se jouaient des intrigues dont dépendait le sort des sultans et de générations entières. Mais derrière cette puissance apparente se cachait le désespoir. Un eunuque ne pouvait jamais transmettre son pouvoir à ses enfants. Sa richesse, sa position, tout disparaissait à sa mort. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux cherchaient à laisser une trace dans l'histoire par tous les moyens, en construisant des palais, en organisant des purges sanglantes, en se livrant à des jeux politiques. La société les percevait avec haine et crainte. Pour les gens simples, le eunuque était le symbole d'une nature déformée, d'un homme sans courage, mais doté d'un pouvoir supérieur à celui des chefs militaires. Dans les légendes populaires chinoises, les eunuques étaient souvent représentés comme des démons, rusés et cruels. Dans l'Empire ottoman, ils étaient considérés comme les gardiens des péchés secrets des sultans. C'est ainsi que s'est développée une tragique dualité. Infirme et esclave, victime d'une terrible opération, mais en même temps souverain, dont les décisions déterminaient le sort de milliers de personnes. Leur pouvoir naissait de la douleur, et ce pouvoir se terminait inévitablement par la douleur, la mort, la disgrâce, l'oubli. Le déclin de l'institution des eunuques fut lent, ce qui contribua également à leur tragédie. En Chine, où ils existèrent pendant plus de 2000 ans, le dernier grand corps d'eunuques servait encore à la fin du XIXe siècle à la cour de la dynastie Qing. Ils étaient des milliers, même si leur pouvoir réel avait déjà été sapé par des menaces extérieures et des crises internes. Lorsque l'Empire s'est effondré au début du XXe siècle, le système des eunuques de la cour a disparu avec lui. Les historiens notent que certains d'entre eux vivaient encore dans les années 1920 dans la cité interdite en ruine, où ils s'occupaient du musée et des touristes, et racontaient aux journalistes comment ils avaient été castrés dans leur enfance. Leurs vies sont devenues des souvenirs vivants d'une pratique monstrueuse qui, jusqu'à récemment, était encore considérée comme normale. Dans l'Empire ottoman, la situation a changé un peu plus tôt. Au XIXe siècle, sous la pression des réformes et de la modernisation européenne, l'institution des eunuques noirs a progressivement perdu de son importance. Mais jusqu'à la fin du siècle, la fonction de Kuzlara Asu existait encore dans le harem du sultan. Ce n'est qu'après la chute de l'Empire et la création de la République turque dans les années 1920 que les eunuques ont définitivement disparu. Selon des témoignages contemporains, les derniers eunuques âgés pouvaient encore être rencontrés à Istanbul dans les années 1930, où ils servaient de gardiens des anciennes chambres du palais. Les aspects médicaux et sociaux de leur existence frappaient même leurs contemporains. Les voyageurs européens des XVIIIe et XIXe siècles décrivaient les eunuques comme des fantômes vivants, soulignant leur corps altéré, voix aiguë, absence de barbe, silhouette étrange avec des épaules étroites et un ventre gonflé. Beaucoup souffraient de maladies chroniques, d'infections constantes et d'incontinence. Leur vie pouvait durer des décennies, mais elle était presque toujours accompagnée de souffrances physiques. La signification symbolique des eunuques s'est longtemps maintenue. En Chine, leur image s'est imposée comme un rappel de la corruption et des complots de cour. Même au XXe siècle, le mot « eunuque » pouvait être utilisé pour insulter un fonctionnaire en faisant allusion à sa bassesse et à sa dépendance. Dans la tradition ottomane, le souvenir des eunuques noirs s'est mêlé à l'image du harem. Ils sont restés dans l'histoire comme les gardiens des secrets des sultans et comme des personnages craints tant par les femmes que par les hommes. Mais derrière ces symboles se cachaient toujours des destins réels, des centaines de milliers d'enfants, le plus souvent des garçons issus de familles pauvres ou des esclaves, ont été castrés et sont morts, soit immédiatement, soit après des années d'isolement et de maladie. Seuls quelques-uns ont accédé au pouvoir et à la richesse. Et ces histoires ne doivent pas occulter le fait que cette institution reposait sur la douleur et la privation de la dignité humaine. Le déclin des eunuques a coïncidé avec le début d'une nouvelle ère, où le corps humain a progressivement cessé d'être considéré comme un instrument de contrôle absolu. Mais leur mémoire reste un rappel de la façon dont les systèmes étatiques
sont capables d'utiliser et de mutiler leurs propres sujets au nom de la stabilité et du pouvoir. L'histoire de la castration au nom de la beauté et du contrôle n'est pas un épisode, mais un chapitre entier de l'histoire mondiale. Elle a duré des millénaires, traversé les continents et changé le destin d'empires. Et bien qu'aujourd'hui, de telles pratiques appartiennent au passé, la logique même qui consiste à sacrifier sa vie personnelle au profit du système reste effrayante. Les eunuques ont disparu, mais leur histoire continue de résonner comme un avertissement. Le pouvoir absolu exige toujours du sang, de la douleur et des sacrifices humains.